Alors aujourd'hui, on ne connaît pas encore tout le contour précisément du 49.3. On connaît notamment les annonces qui ont été faites par le Premier ministre sur la partie des dépenses et qui effectivement sont uniquement des revendications dont se glorifie le Parti socialiste. On peut même trouver un peu surprenant qu'il y ait même certaines dispositions qui n'aient plus vraiment été mises dans le débat public depuis longtemps. Je pense par exemple au repas à 1 euro dans les Crous et qui pourrait même avoir à la fin un effet contre-productif parce que si trop de jeunes partent déjeuner dans les Crous, on pourrait même arriver à un problème de logistique, c'est-à-dire qu'on n'arriverait plus à fournir l'ensemble des repas attendus, ce qui aurait pour conséquence plutôt d'éloigner en fait du bénéfice de ces repas les publics pour lesquels c'est le plus important. Donc des dépenses que je ne cautionne pas et qui ne sont pas du tout dans la lignée de ce que le groupe Les Républicains avait pu proposer au Sénat, où on avait cherché à faire un budget beaucoup plus responsable, justement en faisant des efforts sur la dépense pour limiter la pression fiscale. Et aujourd'hui, j'attends de connaître précisément l'ensemble du volet recettes du texte. J'ai compris qu'on aurait le droit à une surtaxe IS de 8 milliards, qu'on revient sur la suppression de la CVAE à hauteur d'1 milliard, qui figurait quand même dans le texte initial du gouvernement. Donc c'est-à-dire que le gouvernement se dédie lui-même entre son texte présenté au mois d'octobre et le texte qui va soumettre au vote des députés dans la semaine. Et pourtant, Sébastien Lecornu continue de dire que les 5% de déficit sont atteignables avec ce budget. Ah bah c'est sûr que c'est atteignable. Quand on prend des dépenses et qu'ensuite on cherche uniquement à obtenir l'équilibre de 5% par de la fiscalité, on peut toujours imaginer des mesures fiscales. Après, la question est toujours celle du rendement. On a déjà vu dans le passé que les recettes fiscales pouvaient parfois rentrer moins bien qu'escompté, notamment les recettes de TVA et les recettes d'IS qui sont assez fortement soumises à la conjoncture économique. Mais il y a aussi des signaux qui ont été envoyés au LR, je pense à l'impôt sur le revenu qui n'augmente pas, aux retraites qui sont préservées, ça c'était des choses que vous aviez demandées ? Ce ne sont pas des sujets qui avaient été portés par le groupe Les Républicains du Sénat qui, lui, estimait qu'au regard de l'état de nos finances publiques, il fallait aussi avoir un discours responsable. Et tout le travail du Sénat pendant l'été avait été en fait de dire que le contexte budgétaire ne permettait pas de faire autre chose qu'une année blanche. Donc année blanche avec le gel en fait de l'augmentation des différentes prestations sociales, mais aussi le gel du barème de l'impôt sur le revenu, le gel des pensions de retraite, de manière à ce que finalement chacun contribue à la réduction ou en tout cas à la maîtrise du déficit public. Et est-ce que ce qui a été trouvé sur les collectivités territoriales, on parle d'un effort autour de 2,5 milliards, ça vous paraît satisfaisant ? Est-ce que ce point-là, en tout cas, peut être un point de deal pour la majorité sénatoriale ? En tout cas, cette copie, le point d'équilibre autour de 2 milliards, c'est la copie de la majorité sénatoriale. Et pourquoi ? Pas pour dire qu'il faut préserver les collectivités à tout prix plus que les entreprises, mais partant d'un principe de réalité, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités, elles sont finalement la seule chose qui reste à ceux qui n'ont rien. Simplement, quelqu'un qui n'a pas de domicile, il va y trouver une adresse dans son centre communal d'action sociale. Aujourd'hui, ce sont les départements qui versent les prestations d'adultes handicapés, qui versent le RSA. Ce sont les communes, les départements qui permettent aux écoliers, aux collégiens d'avoir des repas de qualité, même pour les ménages avec les plus modestes. Donc finalement, se dire que les collectivités ne servent à rien, juste à entretenir une sorte un peu d'intelligentsia locale, enfin un réseau, c'est faux parce qu'en fait les collectivités, elles rendent des vrais services et des services publics du quotidien qui bénéficient à tout le monde et que notamment si on pense aux communes, depuis qu'on a supprimé la taxe d'habitation, on a désormais un financement qui ne repose plus que sur une partie de la population. Donc il est important de les soutenir si on veut pouvoir permettre justement que perdure l'entretien des équipements publics qui bénéficient à tout le monde. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, a évoqué des économies sur les agences d'État. Vous aviez mené une commission d'enquête sur ça qui avait donné lieu à une PPL. Quel peut être, selon vous, le volant d'économie sur ce dossier-là ?
Le volant d'économie, il est très simple, hein. C'est-à-dire qu'il y a d'une partie les économies qui peuvent être décidées par une réorganisation de la manière dont on conduit l'action publique, en simplifiant, en évitant que 4-5 organismes publics s'occupent de collecter et de traiter les mêmes données, qu'il y ait 2 entités publiques qui fassent des recherches sur le même secteur, qu'on ait qu'un seul centre de gestion des ressources humaines. Mais ça, c'est la rationalisation des locaux immobiliers, mais ça, on l'avait chiffré dans la commission d'enquête. En gros, c'est un volant autour de 700 millions d'économies. Enfin, qu'il faut... Après, là, j'entends que la ministre vient de rajouter 2 milliards aux 2 milliards qu'elle avait déjà annoncés au moment de la présentation du PLF initial, donc ça fait 4 milliards. Donc dès qu'on va aussi loin dans les montants d'économies, ça veut dire qu'on s'attaque à des politiques publiques. Donc est-ce qu'on va abandonner certaines politiques publiques portées par les agences et les opérateurs? Est-ce qu'on va venir toutes les ratiboiser? Mais après, ce qui pose une question de lisibilité de l'action publique. Et puis à la fin, va se poser une question en fait de l'efficience. Quand on a des crédits d'intervention, donc ces fameuses politiques publiques qui sont réduites à pas grand-chose, mais que derrière on continue à avoir un back-office pour les gérer qui est très important, finalement, l'euro dépensé pour l'euro investi devient dans un rapport qui est très défavorable à l'efficience de la dépense publique. Donc il faudra s'interroger sur ça et peut-être se dire qu'il faut mieux en abandonner complètement certaines. Et donc ça veut dire que si on abandonne certaines, on abandonne aussi derrière tout le back-office qui permettait de les faire vivre. Et ça, je n'ai pas trouvé les réponses à ces questions dans les propos qui ont été distillés depuis le début de la semaine. Sur un plan plus politique, les députés LR doivent trancher aujourd'hui s'ils censurent ou pas. Vous pensez que c'est un budget qui mérite d'être censuré ? Je pense que les députés LR ne censureront pas, parce qu'aujourd'hui, la question de la censure, c'est de se dire est-ce qu'il faut accepter ce budget même s'il est mauvais, ou remettre encore un peu plus d'instabilité, c'est-à-dire pas de budget et pas de gouvernement. Et de toute façon, les députés, depuis le début, sont dans l'idée de dire qu'il faut la stabilité politique, finalement, apporte tout autant, ou en tout cas coûte moins, que des mesures économiques qui peuvent être assez défavorables, en tout cas sur le moyen terme, à notre économie. J'ai une dernière question, c'est que le texte va revenir au Sénat. Est-ce que vous pensez qu'il faut que les sénateurs refassent une copie, ou est-ce qu'il y aura, on parle d'une motion de rejet directement ? Là, la question qui va se poser aux sénateurs, c'est de savoir si effectivement ils veulent faire entendre leur voix. Et je pense que notre message a été très clair lors de la première lecture. Et à ce moment-là, ça veut dire que globalement, on remet facilement presque 3 semaines de délai supplémentaire avant l'adoption du budget, sachant que de toute façon, le Premier ministre a été très clair. Quoi qu'il se passe, ce sera le même texte qui sera de nouveau redéposé à l'Assemblée nationale avec adoption par 249.3. Donc, comme on n'arrête pas de nous expliquer que chaque semaine qui passe entraîne des dépenses contraintes, puisque la loi spéciale ne permet pas de freiner un certain nombre de dépenses, je pense que nous saurons être responsables, et on dira en fait pourquoi de toute façon ce budget on ne peut pas le cautionner. Après, donc une motion de rejet. Certainement une motion de rejet, mais on va, je pense, en discuter ce matin. Et ce qu'on peut regretter collectivement, c'est que finalement, si le 49.3 avait été utilisé dès les conclusions de la commission mixte paritaire, on aurait certainement eu un budget avant la fin de l'année 2025, et donc on se serait évité ces milliards de dépenses liées à l'usage de la loi spéciale sur le mois de janvier.